Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Sébastien Saint-Pierre et bienvenue dans la quotidienne de l'Institut Jean Garon. Monsieur Simon Bégin avec moi ici aujourd'hui, ben oui. Bonjour Sébastien. Bonjour Simon. Et Monsieur Guy de Bailleul également avec nous du côté de notre Zoom. Bonjour Guy. Aujourd'hui, on reçoit Madame Nadine Bachand, analyste principale à l'agriculture du côté de chez Équiterre. Et notre sujet, Simon, aujourd'hui, pain ou éthanol? Oui, alors écoutez, bonjour Madame Bachand, bienvenue, merci de participer à notre émission. Écoutez, le point de départ de l'entrevue de ce matin, c'est un article publié dans Le Devoir le 19 janvier, un article auquel vous avez collaboré comme spécialiste en agriculture pour Équiterre, où on relève le problème grandissant d'une partie de plus en plus importante des céréales cultivées à l'échelle mondiale qui servent non pas à nourrir directement les humains, mais à produire des biocarburants. À cela se rajoute la dimension des céréales qui servent principalement à nourrir les animaux. Évidemment, au bout de la ligne, ces animaux-là vont servir à notre alimentation, mais quand on considère que ça prend 7 kilos de céréales pour produire une livre de viande rouge, 4 kilos pour une livre 4 kilos pour un kilo de porc, etc. Ben, enfin, il y a quand même une diminution quand même du nombre de calories disponibles pour les êtres humains à partir de la production de céréales. Alors, écoutez, Mme Bachand, c'est quand même préoccupant de constater que, alors qu'en 1960, 60% des céréales produites à l'échelle de la planète servaient directement à l'alimentation humaine, et qu'aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Il y a seulement 40% en gros de ces céréales-là qui vont directement à l'alimentation humaine. L'autre proportion va servir à faire des biocarburants, mais aussi beaucoup à nourrir les animaux. Et au Québec, ben, la situation est un peu différente, mais quand même, on a au Québec une production de nos céréales, une proportion de 15% de nos céréales qui vont aller vers les biocarburants ou les agrocarburants et 82% pour l'alimentation animale. Ce qui laisse très peu, à peine un 3% pour directement l'alimentation humaine. Alors, écoutez, j'aimerais en partant vous demander pourquoi est-ce préoccupant qu'une si grande proportion des céréales ne servent pas directement à l'alimentation humaine? Oui, bonjour, merci de l'invitation à participer à l'émission aujourd'hui. C'est que, comme vous l'avez dit, comme la majorité des grains qui sont produits au Québec sont destinés à l'alimentation animale, si on utilisait ces mêmes superficies pour l'alimentation humaine, on arriverait à nourrir davantage la population qui va être grandissante, donc au niveau mondial également. Donc, c'est un levier d'action qui aurait un impact très important. Puis ça, c'est pas nous qui le disons, hein, c'est les experts de partout au monde qui se sont réunis, notamment au sein de la commission Eat-Lancet, qui posait la question à savoir, est-ce qu'on va pouvoir nourrir sainement une population qui est croissante de 10 milliards de personnes éventuellement, là, tout en respectant les limites planétaires? Et la réponse a été que oui, c'est possible de le faire, mais ça implique qu'on transforme en profondeur nos régimes alimentaires et par extension notre agriculture pour aller vers ce que ces experts-là, et qui va dans le même sens de ce que le Guide alimentaire canadien, sa dernière révision, nous a dit. Donc, on va devoir augmenter notre consommation de produits d'origine végétale et réduire la consommation d'aliments d'origine animale pour arriver à cet équilibre, à ce que les experts appellent au niveau mondial les régimes de santé planétaire. Écoutez, c'est l'aspect de nos régimes alimentaires très important, mais avant d'y revenir, j'aimerais ça qu'on écoute un extrait d'une conférence qu'a prononcé l'automne dernier lors d'une visite des coprésidents de l'Institut en Europe, M. Jean-Jacques Hervé, un grand spécialiste de l'agriculture ukrainienne et russe. M. Hervé a la caractéristique un peu spéciale d'avoir été pendant plusieurs années un conseiller auprès du ministère russe de l'Agriculture et par la suite conseiller auprès du ministère ukrainien de l'Agriculture. Alors, il connaît très bien la situation dans cette région du monde qui est perçu comme un panier, un grenier mondial. Et là, évidemment, il y a la guerre, mais il s'inquiète pour la suite de l'après-guerre, l'après-Poutine. Alors, c'est un bref extrait, j'aimerais vous faire entendre. On va aborder les images. Ce qui va se passer, l'Ukraine peut toucher dans ses terres, va faire moins de céréales. Parce que les céréales, c'est lourd,
Parce qu'il faut sortir par la mer Noire, c'est pas facile, il faut négocier, c'est cher. Les Européens se sont pas vraiment remués pour donner au canal, aux sillons ferroviaires pour lesquels j'ai publié une tribune dans Le Monde il n'y a pas très longtemps, au mois de juin. Les Ukrainiens se disent, bon, on va pas réussir à exporter les 20, 30 millions de tonnes, 40 millions de tonnes de céréales qu'on aurait à exporter. Donc faire moins. On va faire plus d'huile, de colza, de tournesol pour pas arriver à être trop près des frontières agronomiques, de rotation sur le tournesol en particulier. Et donc, on est en train de travailler sur 2 projets. Le premier, c'est d'utiliser les pipes qui ne transportent plus de gaz russe pour transporter de l'huile végétale. Et on va transporter cette huile végétale au travers de la Pologne, de l'Allemagne, vers les zones industrielles qui pourraient utiliser ces huiles pour fabriquer des carburants de type diesel, ou vers les ports, d'où on les chargera pour les exporter dans les pays où on en a besoin. Évidemment, nous, on va pâtir, parce qu'on était très contents d'acheter le maïs. Alors, écoutez, M. Hervé expliquait dans cette entrevue-là, dans cette conférence-là, que l'Ukraine a la possibilité de produire actuellement entre 30 et 40 millions de tonnes de céréales, un potentiel d'accroissement d'un autre 40 millions de tonnes, mais quand on constate que ce potentiel énorme pour nourrir l'humanité, entre autres, on sait que les céréales ukrainiennes servaient beaucoup à nourrir les pays d'Afrique du Nord, l'Égypte entre autres, va être détourné pour produire des biocarburants. Alors, il y a quand même matière à s'inquiéter, n'est-ce pas, Mme Bachan? Oui, ben tout à fait. Pour la sécurité alimentaire de la population, là, je pense que il faut absolument se pencher à reconstruire des systèmes alimentaires plus résilients, plus localisés. Ailleurs au monde, ici aussi, on l'a mentionné tout à l'heure, si on regarde du côté là, du Canada, on a un système alimentaire qui produit des grands volumes, mais au Québec, on a 900 000 personnes là, qui souffrent d'insécurité alimentaire. Donc, en même temps, quand on regarde, là, je fais un petit portrait rapide là, des enjeux du système alimentaire, mais il faut le voir de manière globale. On sait que c'est presque 50% des calories quotidiennes consommées par les Canadiens et Canadiennes qui viennent des aliments ultra-transformés, donc qui contiennent peu de nutriments également. Parallèlement à ça, on sait qu'il y a 30% des aliments qui sont produits au Canada qui sont gaspillés. Donc, encore une fois, on produit beaucoup, mais on n'est pas capable nécessairement de diriger correctement vers cette alimentation-là, vers les personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas accès géographiquement ou économiquement aux aliments. Et en même temps, on a gaspillé une grande partie. Donc, il y a de l'inefficacité dans le système alimentaire. Et je crois qu'on peut pas se permettre de perdre des nutriments entre la terre et l'assiette. Donc, d'ultra-transformer des aliments, d'utiliser autant de terres agricoles pour nourrir des animaux d'élevage plutôt que pour nourrir directement les humains. On ne dit pas qu'il faut cesser complètement l'élevage d'animaux ou les produits animaux, mais c'est les scientifiques de par la planète et même le Guide alimentaire canadien qui nous disent qu'on va devoir inverser ces proportions-là entre aliments végétaux, aliments animaux. Et donc, je pense qu'il faut vraiment voir ça comme une transformation qu'on doit faire graduellement, pas par pas, mais quand même de manière assez rapide, parce que c'est aussi, tout ça est en lien, la fragilisation des chaînes d'approvisionnement alimentaire. Il y a les enjeux géopolitiques qu'on vient de voir avec tout ce qui se passe en Ukraine et ailleurs sur la planète. Mais il y a également le changement climatique qui a des impacts partout sur la planète et qui se font déjà sentir chez nous comme ailleurs. Les sécheresses sans précédent qui ont eu lieu en Europe, aux États-Unis, en Chine, en Inde. Donc, il faut vraiment penser à faire en sorte que nos systèmes alimentaires soient plus résilients. Il faut s'intéresser à son efficacité. Il faut s'intéresser à sa capacité de fournir des aliments sains, accessibles à tous, qui soient aussi qui amène un dynamisme au niveau de notre agriculture, qu'on permette aux agriculteurs de vivre de manière aussi saine et équitable de leur production.
Oui, effectivement. C'est d'autant plus important, Simon, à souligner ce que vient de dire Madame Bachand, c'est que il s'agit bien de transformer l'utilisation que l'on fait de nos terres agricoles et de nos produits. Et c'est l'enjeu actuellement, c'est pas la priorité actuellement n'est pas forcément de vouloir augmenter cette production, parce que par exemple, si on rapporte la production céréalière de 2021 à l'échelle mondiale à la population, et 2021 c'est déjà la guerre c'est pas la guerre, mais c'est l'année qui précède la guerre en Ukraine. Si on rapporte la production mondiale de céréales, ajouter donc le riz et éventuellement le soja, ça représente 400 kilos par habitant à l'échelle de la planète. Et 400 kilos, ça suffit largement pour nourrir une personne. Donc, effectivement, comme le dit Madame Bachand, il s'agit de l'utilisation que l'on fait de cette production. Oui, effectivement. Et oui, allez-y, Madame Bachand. Oui, j'allais abonder dans le même sens, puis dire, oui, il y a une production globale, puis en même temps, il faut essayer de voir à avoir des systèmes alimentaires plus territorialisés, parce que les chaînes d'approvisionnement planétaires on l'a vu pour avec différents facteurs, que ce soit la pandémie, que ce soit les changements climatiques, que ce soit les enjeux géopolitiques, les coûts des intrants et tout sont fragilisés. Donc, il faut également se construire une résilience en territorialisant davantage, en mangeant davantage régionalement, localement. Évidemment, on ne pourra pas tout autoproduire, mais le plus possible quand même, là. On sait qu'on est en mesure d'augmenter quand même la part d'autonomie alimentaire. Guy, un des problèmes, Guy, est-ce que c'est pas justement que de plus en plus les céréales sont causées comme une commodité, un produit à transiger au même titre que le pétrole? Il y a une grande concentration quand même des décideurs au niveau des céréales à l'échelle mondiale. Ah, tout à fait. Ça, c'est aussi un autre aspect. Et on l'a vu d'ailleurs au moment du déclenchement de la guerre. C'est la capacité qu'ont de certaines grandes entreprises de négoce des grains de pouvoir anticiper un certain nombre de phénomènes. Ces grandes entreprises, je vais y revenir tout de suite, mais avaient déjà anticipé en juillet 2021 des problèmes éventuels dans la zone Russie-Ukraine, puisque à l'époque déjà Poutine faisait un certain nombre d'affirmations, et donc ils ont commencé à contribuer à faire augmenter le prix des céréales à l'échelle internationale, alors qu'on ne manquait absolument pas de céréales. Oxfam a fait un calcul et estime que 4 entreprises multinationales de négoce de céréales, et que ces 4 entreprises, on les appelle les entreprises ABCD parce que en fait leur nom commence par chacune des lettres ABCD. La première, c'est Archer's Daniels Midlands, qui est un énorme conglomérat coopératif américain. La deuxième est Bunge, un autre groupe américain. La troisième est Cargill, toujours une firme américaine, et d'ailleurs une firme à noter au passage que l'on connaît beaucoup, mais qui reste à caractère familial, donc on connaît même pas ses données financières. Et la quatrième est un groupe européen, Dreyfus. Eh bien, ces 4 entreprises représentent 80 à 90% du commerce mondial des céréales. Donc on voit l'emprise qu'elles peuvent avoir sur la circulation, sur le stockage de céréales. Et ça, c'est un facteur d'instabilité plutôt que de stabilité. Oui, alors je pense qu'on va s'interrompre pour une brève pause publicitaire et après on pourrait revenir avec plus porter notre attention sur la situation de la production céréalière au Québec. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez.
L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone. Une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La Quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec. De retour toujours dans la quotidienne de l'Institut Jean Garon, Sébastien Saint-Pierre, Simon Bégin, Guy de Bailleul et notre invité aujourd'hui, analyste principal à l'agriculture chez Équiterre, Mme Nadine Bachand, toujours dans le sujet, Simon, de pain ou éthanol. Oui. Alors oui, aujourd'hui on se penche sur le divorce, on peut parler d'un divorce qui existe entre l'immense production céréalière à l'échelle planétaire et ce que les gens mangent effectivement. Quand on constate que il y a seulement à peu près maintenant 37% des terres cultivées en céréales dont la production va directement à l'alimentation humaine. On peut parler effectivement d'un divorce. Il y a évidemment différents facteurs. On a abordé précédemment la pression créée par les coûts d'énergie grandissant à l'échelle planétaire qui font que beaucoup de pays, producteurs agricoles, producteurs de céréales, détournent une partie la plus importante de leur récolte vers la production d'éthanol pour tenter de se prémunir contre d'éventuelles pénuries. Alors, maintenant, qu'en est-il au Québec? Au Québec, la question de l'éthanol n'est pas insignifiante. On parle quand même d'un 15% de nos céréales qui sont dirigées vers la production de bio ou d'agrocarburants. Mais la grande partie demeure quand même les céréales qui sont dirigées vers l'élevage, vers les productions animales, qui servent éventuellement, ultimement, à nourrir la population, nourrir les gens, mais avec quand même une certaine perte, parce que pour produire 1 kilo de viande de rouge, ça prend à peu près 7 kilos de céréales. Alors, Mme Bachand, vous avez évoqué précédemment qu'une partie de la solution résiderait dans une évolution des habitudes alimentaires, qu'on se rapproche de plus en plus de la production primaire végétale pour essayer de répondre à nos besoins alimentaires. Mais est-ce que c'est réaliste? Je comprends que le Guide alimentaire canadien, dans son version, recommande ces choses-là, mais qu'en est-il là, vraiment quels sont les moyens de disposition pour qu'effectivement, sur le moyen et long terme, on se rapproche du champ dans notre assiette? Oui, ben comme vous l'avez dit, ça demande là un changement. Donc, tout changement, c'est sûr que ça demande du temps, ça demande d'y mettre des efforts. Je pense que ça va demander autant au niveau individuel, les citoyennes et citoyens dans leur cuisine, autant au niveau collectif, nos institutions, la manière dont on soutient aussi notre agriculture. Je pense qu'il faut tous faire ce virage-là ensemble dans ce même bateau. Planétairement, c'est ce que les scientifiques de partout au monde et localement nous disent. On doit faire ce virage-là. C'est une donne de laquelle on peut pas se soutirer. Et je pense qu'il faut voir l'autonomie alimentaire. On a vu que depuis le début de la pandémie, l'autonomie alimentaire a pris plus de place dans la sphère publique et politique. On a vu des investissements qui ont été mis là sur cette question-là pour augmenter notre autonomie alimentaire. Mais il faut le voir dans une finalité de santé et d'environnement également, et pas seulement dans une finalité seulement économique. On a vu que les investissements qui ont eu lieu ont été très centrés sur développer la productivité, développer les entreprises, notamment des subventions aux aliments ultra transformés. On a juste à penser, par exemple, aux subventions qui ont été dirigées l'année dernière au soutien de 3 millions à Pepsi pour la production de chips
dans une optique d'autonomie alimentaire. Or, on doit vraiment aller vers davantage une transformation qui va dans le sens d'une saine autonomie alimentaire, donc des aliments qui soient sains. Également des subventions qui ont été données aux grands complexes séricoles, au développement de la sériculture, qui permet, oui, certes, de produire à l'année, mais qui a tendance à favoriser une production qui est assez énergivore. Donc, revoir aussi qu'est-ce qu'on y cultive, peut-être des variétés qui ont besoin de moins d'énergie, investir dans des structures d'entreposage également pour consommer davantage, être capable de préserver nos aliments, nos légumes de saison, les consommer le plus possible, allonger la saison, là, disons, des récoltes en investissant dans des structures d'entreposage, au niveau aussi des institutions qui peuvent vraiment les soutenir pour qu'elles puissent intégrer davantage de produits locaux, de saison, plus végétaux, les soutenir dans les infrastructures, transformer les menus. Donc, je pense qu'on doit s'orienter collectivement et individuellement aussi là, ajuster nos azimuts là, sur cette boussole-là collectivement. Puis je pense que le gouvernement a un rôle tout à fait de choix à jouer là, pour nous donner cette direction-là. Guy, si on jette un coup d'œil sur le portrait céréalier du Québec, il y a une chose qui saute aux yeux de façon flagrante, c'est le poids énorme du maïs grain et du soya, essentiellement pour l'alimentation animal. Mais derrière ça, il y a eu quand même, comme le mentionnait Mme Bachand, il y a eu des choix politiques qui ont mené à ça. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, effectivement, parce que on se souviendra que dans les grands programmes de soutien du revenu agricole qui ont été initiés, notamment sous l'égide du ministre Garon, figurait un certain nombre de grandes productions. On pense à la production porcine d'un côté, et du côté agricole, on pense à la production de maïs. Et il y a un lien très net, on peut le représenter même graphiquement, entre l'évolution des superficies qui ont été consacrées à la culture du maïs et l'existence de programmes de stabilisation du revenu. Et au point que, effectivement, dans un certain nombre de cas, ça conduisait même les organismes financiers, les banques, à dire aux agriculteurs, pour qu'on te finance, il faut que tu te lances dans des productions qui sont garanties par la SRA. Et ça a été une évolution spectaculaire à partir du début des années 80. Et on a connu une période où on avait une quasi-monoculture du maïs dans de grandes régions agricoles du Québec. Alors cette monoculture, elle a évolué un petit peu avec l'introduction du soja, et parce que en fait on a pu mettre en rotation le soja et le maïs, parce que le soja a bénéficié aussi des mêmes programmes d'assurance stabilisation, ce qui fait que en quelques années on est passé, aujourd'hui on est à plus de 750 000 hectares qui sont couverts au Québec par ces deux grandes cultures. Et 750 000 hectares, c'est une bonne proportion de nos terres les plus fertiles. Alors, à côté de ça, le blé représente seulement une portion congrue. On a en gros 80 000 hectares, entre 90 et 100. Mais en même temps, je trouve qu'il y a des inflexions, peut-être que Mme Bachand pourra confirmer, au cours notamment la pandémie a attiré l'attention sur la disponibilité en farine panifiable, parce que et donc en blé panifiable, parce que un certain nombre de gens se sont mis à refaire du pain à la maison, et puis pour faire du pain, il faut de la farine de blé panifiable, et c'est donc pas n'importe quel blé, et on s'est inquiété de cette disponibilité. On a l'impression que derrière ça se crée un mouvement. Il y a des meuniers, il y a des boulangers qui ont ressenti la nécessité de mieux se coordonner pour s'assurer que cette matière première, c'est-à-dire du blé panifiable, devienne de plus en plus disponible au Québec, puisse être transformé en farine au Québec pour donner le pain que l'on consomme. Qu'est-ce que vous en pensez de ce côté-là, Mme Bachand?
Je pense que c'est tout à fait encourageant. Je pense qu'il faut continuer d'aller dans cette vision-là d'une diversification. Là, c'est à travers la pandémie, la population qui a envoyé ce signal-là. Mais je pense qu'il faut continuer de diversifier l'agriculture, de diversifier aussi donc les canaux, les filières de mise en marché pour ces produits-là qui seraient issus d'une agriculture encore plus diversifiée. Je pense que c'est hautement encourageant, mais qu'il faut continuer dans ce sens-là. C'est ce qui va nous permettre d'être plus résilients en termes face à tous les bouleversements, les chamboulements qui vont continuer d'être là des pandémies. C'est les experts au niveau mondial qui disent qu'il risque d'en avoir d'autres. Les changements climatiques ne vont pas s'arrêter l'année prochaine. Même chose pour les vulnérabilités que nous apportent les enjeux géopolitiques. Donc, c'est vraiment une voie d'avenir que de diversifier notre production, que les filières de mise en marché aussi, transformation, meunerie et tout, puissent aussi s'y mettre. Et je pense que ça va tout à fait dans une vision très cohérente avec la notion de santé des sols. Quand on parle d'une diversification, on parle d'une diversification des rotations dans les cultures également. Puis ça, c'est un des principes fondamentaux pour améliorer la santé de nos sols, qui est un des grands objectifs aussi. Oui, écoutez, effectivement, c'est une des préoccupations de l'Institut. Guy, vous pourrez me le confirmer. On milite pour qu'il y ait une plus grande diversification des productions agricoles au Québec. Il ne s'agit pas de jeter la pierre aux producteurs de maïs, grains et de soya. Les producteurs ont des incitatifs, ont des raisons de le faire. C'est des productions rentables, des productions sécures, parce que le système est bâti comme ça. Mais en même temps, on voit, comme on le mentionnait, des initiatives intéressantes. Je pense, entre autres, aux producteurs de grains du Québec qui mettent de l'avant, qui essaient de pousser la production de ce qu'on appelle le blé raisonné. Pas tout à fait du blé bio, mais presque bio, des méthodes plus agronomiques, plus responsables et qui visent à produire de plus en plus de blé panifiable au Québec, du blé qu'on peut utiliser pour l'alimentation humaine. Alors, écoutez, ce sont des grands enjeux planétaires, mais aussi chez nous au Québec, d'assurer... il ne manque pas de céréales sur la planète. Guy, vous avez mentionné tantôt quand on prend la production totale divisée par le nombre d'habitants, il y a 400 kilos de céréales disponibles pour nourrir la planète. Mais ces céréales-là, sont-elles utilisées à bon escient? Sont-elles au bon endroit? On peut avoir des surplus dans un endroit et des famines ailleurs. Alors, il y a des grands enjeux planétaires et aussi régionaux, locaux, autour de la production des céréales. Les changements climatiques sont un enjeu qui s'ajoute à cette problématique-là. Alors, ce sont vraiment des questions sur lesquelles il faut réfléchir. Et Mme Bachand, moi, je tiens à souligner votre contribution à travers, entre autres, l'article dans Le Devoir pour attirer l'attention des gens sur cette importance-là. Changer nos habitudes alimentaires, mais aussi que les gouvernements prennent conscience de ces enjeux-là et que peut-être qu'on puisse mettre un certain contrôle sur ces grands réseaux qui considèrent l'alimentation, les produits alimentaires comme un bien comme les autres, qu'on peut transiger ou sur lesquels on peut spéculer. Alors, il y a toutes ces grandes questions-là. Alors, écoutez, Guy, je ne sais pas si vous vouliez rajouter un mot de la fin. Non, je vous laisse le soin de conclure. Donc, fantastique. Bien, merci beaucoup, M. Guy de Bailleul, Simon Bégin. OK, merci. Madame Bachand, qui était avec nous aujourd'hui. Madame Bachand, analyste principale à l'agriculture du côté des Quitters. À mon nom, Sébastien Saint-Pierre, et au nom de l'équipe de l'Institut Jean Garon, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Ça.